Donc, vous êtes le co-auteur du livre L'arme invisible de la France-Afrique, une histoire du franc CFA. À travers ce livre, donc, vous faites une sorte de déconstruction sur des illusions qui sont nourries sur le franc CFA. Qu'est-ce qu'on peut retenir globalement de ce livre? En fait, comme le montre son intitulé L'arme invisible de la France-Afrique, le franc CFA, c'est, disons, une monnaie coloniale qui est toujours en activité et dont les effets économiques sont généralement insoupçonnés par la grande majorité de nos populations. Et donc notre objectif a été de faire un livre le plus pédagogique, le plus didactique possible pour que tout le monde puisse comprendre les enjeux autour de la monnaie et en particulier de cette monnaie-ci, le franc CFA. Et donc on a essayé de raconter cette histoire-là de manière simple pour que tout le monde puisse comprendre. Parce que l'objectif, c'est de détechniciser le débat. Parce qu'il n'y a pas un sujet plus politique que la monnaie. Déjà, l'étymologie du mot renvoie à la politique. L'étymologie du mot monnaie, ça renvoie à la loi. Donc on a voulu faire un ouvrage qui soit accessible aux opinions publiques africaines, mais aussi francophones de manière générale, y compris la France. Parce que beaucoup de personnes ignorent le franc CFA, ignorent les effets du franc CFA et dans quelle mesure cela conditionne nos stratégies de développement. Et donc c'est ce qu'on a voulu faire un peu. Alors, donc aussi là, je pense qu'il y a déjà une littérature disponible sur le franc CFA. Qu'est-ce que votre livre apporte de nouveau? En fait, comme je l'ai dit, on a essayé d'avoir un livre pas technique, accessible, que tout le monde puisse lire de manière fluide de A à Z. Parce que la plupart des ouvrages disponibles sont des ouvrages assez techniques, spécialisés, destinés aux spécialistes. Donc les citoyens ordinaires ne s'y intéressent pas. Et s'ils essaient de lire, ils sont vite... voilà, ça devient vite rébarbatif parce que c'est compliqué, c'est technique, ils ne connaissent pas. Et donc nous, c'était notre objectif de dire qu'on peut démystifier la monnaie, on peut faire un livre que tout le monde va comprendre. Alors vous disiez que vous étiez favorable à une monnaie unique de la CEDEAO, mais dans le même temps, vous avez affiché votre méfiance par rapport à ce projet-là. Pourquoi? Oui, c'est une question d'étape. Parce que pour avoir une monnaie unique, il faut déjà un État fédéral, soudé sur le plan politique. Parce que dans une monnaie unique, les pays membres individuellement ne peuvent pas s'ajuster. Et lorsqu'il y a des différences dans les cycles économiques, il faudra que les pays qui souffrent puissent bénéficier, disons, d'un soutien budgétaire parce qu'ils ne peuvent pas utiliser leur monnaie pour s'ajuster. Et donc, comme il n'y a pas ces mécanismes, nous avons dit que essayons de progresser progressivement et essayons d'avoir des monnaies nationales solidaires dans un premier temps, c'est-à-dire chaque pays a sa monnaie nationale, sa banque centrale, mais les monnaies sont liées les unes aux autres par une parité fixe mais ajustable. Et l'unité de compte commune permet disons, les échanges entre les pays africains et aussi permet d'économiser nos réserves. Comme ça, le Sénégal n'aura pas à utiliser des dollars ou des euros pour commercer avec les Ghanéens ou les Libériens. Et en même temps, on met en commun nos réserves, comme ça on soutient mutuellement pour défendre mutuellement nos monnaies. Et à la suite, et en même temps, on a aussi des programmes d'autosuffisance énergétique et alimentaire parce que les produits alimentaires et les produits énergétiques représentent 25 à 60% des importations des pays de la CEDEAO. Et donc, si on parvient à faire tout ça, on sera un peu plus unis, on aura la solidarité budgétaire et on aura la flexibilité macroéconomique pour chaque État pris individuellement. Lorsqu'on aura amorcé ces progrès, pourquoi pas une monnaie unique CEDEAO? Parce que les peuples seront prêts, on aura diversifié les productions, les économies vont un peu plus se ressembler et entre-temps, voilà, on pourra avoir un fédéralisme budgétaire, un seul État de l'Afrique de l'Ouest, un seul budget, un seul déficit, un seul titre de dette. Ce n'est plus le Sénégal qui va s'endetter, mais c'est la Fédération de l'Afrique de l'Ouest. Dans ces conditions-là, une monnaie unique est intéressante. Donc il y a des préalables institutionnels. Donc on est sceptique pour dire que pour l'instant, on n'est pas à cette étape-là. Mais bien entendu, ce sera une bonne chose. Donc en vérité, le processus que vient d'enclencher la commission de la CEDEAO en lançant un concours pour la création du logo, du nom de la monnaie, entre autres, vous pensez que c'est une charrue avant les bœufs? En fait, c'est toujours bien qu'on amorce quelque chose. Je veux dire, la monnaie unique, ce sera toujours mieux que le CFA parce qu'au moins nous serons d'une certaine manière aux affaires. Les Africains seront aux affaires. Avec le CFA, ce n'est pas la même chose. Mais dans tous les cas, la monnaie unique CEDEAO ne réglera pas nos problèmes monétaires parce que c'est aussi la même philosophie monétaire que le franc CFA. Ce qu'il faut, c'est la solidarité budgétaire, économique et aussi la flexibilité pour chaque État. Et à ce stade, on n'est pas prêt, à mon avis, pour une monnaie unique CEDEAO. Alors certains ont tendance à penser que pour sortir de franc CFA, il fallait le faire ensemble. Mais en vérité, vous vous dites non, les États peuvent quitter individuellement la zone franc.
Oui, ça c'est prévu par les traités. L'UEMOA précise que tout État peut se retirer. Donc il faut notifier ça à l'avance. Donc il faut un délai de 6 mois. Et le délai peut être raccourci. Donc tout un chacun peut sortir. Mais la question qu'il faudrait poser, c'est qui doit sortir. Moi, j'ai tendance à penser avec Fanny que c'est la France qui doit d'abord sortir. Parce que la France est dans un système CFA parce qu'elle dit apporter sa garantie. En contrepartie de quoi on doit lui céder, on doit lui placer en fait auprès du Trésor français 50% de nos réserves et elle doit être représentée au sein, disons, des instances des banques centrales. Et donc, à ce titre, elle dispose d'un droit de veto implicite. Donc, tout ça, c'est la contrepartie de la garantie. Mais la garantie de convertibilité n'existe pas. Donc, on peut dire merci la France, et donc nous allons gérer nos affaires entre nous-mêmes. Ça, c'est possible. Et donc, pour moi, avant de parler des avantages et des inconvénients, c'est cette première question-là qu'il faudrait poser. Pourquoi la France est dans le CFA, sachant qu'elle ne garantit pas la convertibilité du franc CFA? De plus en plus, on agite la question de la dévaluation de ce franc-là, le franc CFA. Est-ce que vous pensez que si cela arrivait, ce serait peut-être une opportunité pour les États de la zone franc de quitter plus facilement cette zone monétaire? En fait, s'il y a une dévaluation, toujours s'il y a une dévaluation, ça veut dire que la France n'a pas honoré sa garantie de convertibilité. Ça veut dire qu'on revient toujours au point de départ. Pourquoi la France est dans le système CFA? Parce qu'une dévaluation en tant que telle, ça peut régler des problèmes ponctuels, budgétaires ponctuels, mais ça ne règle rien au fond. Parce qu'il faut, à chaque fois qu'on décide d'évaluer, mettre ça en parallèle avec des politiques économiques. Mais s'il s'agit juste de dévaluer parce qu'on a des problèmes de balance de paiement, ça ne changera rien. À l'époque, lorsque la Guinée a quitté le franc CFA, elle a subi la répression de la France. Est-ce qu'aujourd'hui encore, la France a des moyens de répression contre tout État qui ose quitter le franc CFA? Oui, dans une certaine mesure, le compte d'opération, c'est une épée de Damoclès. Donc là, l'exemple de la Côte d'Ivoire l'a mise en exergue. En fait, à partir de Paris et à partir des comptes d'opération, on peut asphyxier financièrement les économies africaines qui n'existent plus financièrement vis-à-vis de l'extérieur. Un embargo financier est vite fait avec le système du compte d'opération. Donc c'est un mécanisme répressif qui est là, qui est suspendu comme une épée de Damoclès. Est-ce que vous ne pensez pas que quelque part c'est ça qui dissuade les États de la zone franc à oser quitter? Oui, mais d'une certaine manière, il y a cet argument-là, il y a ce potentiel de sanction qui est là, mais aussi les élites africaines bénéficient du système franc CFA parce que les chefs d'État ont une certaine assurance de rester au pouvoir parce que voilà, ils ne disent rien sur le franc CFA. Ils peuvent transférer leurs ressources en France, ailleurs, sans problème. Donc les élites africaines aussi bénéficient, c'est pourquoi il y a ce statu quo. Donc l'objectif d'un livre, c'est de rendre, en tout cas élucider toutes ces questions-là et rendre cela plus accessible aux communs des Africains, aux communs, disons, aux Français lambda, pour que tout le monde puisse comprendre et que les gens puissent se mobiliser pour que lorsqu'il y a, par exemple, des élections, qu'on puisse poser cette question-là. Alors, vous disiez dans votre présentation que le CFA, en fait, participe même au sous-développement de l'Afrique. Comment? Oui, le CFA participe de nombreuses manières. Le taux de change fixe, on peut se poser des questions, surtout que lorsque c'est une zone monétaire qui fixe son taux de change à une autre zone monétaire. Historiquement, ça ne s'est pas vu. On connaît juste un seul exemple, mais ce sont des îles. La deuxième chose, c'est que l'euro est une monnaie trop forte. Et donc, une monnaie trop forte, ça pénalise vos exportations et ça vous place sur la trajectoire d'une économie de consommation, pas de production. Et donc, du coup, il n'y a pas de transformation structurelle, c'est la balance commerciale déficitaire chroniquement, comme dans la zone UEMOA. Donc, ça veut dire qu'on est dans un cercle vicieux d'endettement permanent parce qu'on a un taux de change qui est surévalué. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'industrialisation. Et donc, sans industrialisation, on ne peut pas créer des emplois, il n'y a pas de retombées technologiques, etc. La troisième chose, c'est qu'il n'y a pas de crédit, il n'y a pas assez de crédit. Et donc, dans le système capitaliste... Il y a assez suffisamment de banques dans la zone. Oui, mais les banques n'accordent que très peu de crédit et à des taux d'intérêt prohibitifs. Et ça, c'est notoire. Et donc, d'une certaine manière, s'il n'y a pas de crédit, il n'y a pas de croissance. Donc, la croissance ne peut être tirée que par l'extérieur et pas par les dynamiques internes. Et comme aussi les États sont restreints au niveau du crédit interne, ils sont obligés de s'endetter à des taux véritablement faramineux et qui ne sont pas soutenables à long terme. Donc, ça veut dire qu'on s'endette pour créer une croissance artificielle pendant quelques années et après, ça va être le crash. La dernière chose, c'est la liberté des transferts. Donc, un pays comme le Cameroun, on en dit, entre 1977 et 2008, les flux financiers illicites représentent 13 fois le stock de la dette extérieure du Cameroun. Donc ça veut dire que c'est un mécanisme qui saigne les Africains. Et donc vous ne pouvez pas avoir tout ça et puis vous dire que vous pouvez vous développer. Ce n'est pas possible, c'est un mécanisme qui annule tout. L'exploitation pétrolière au Sénégal va commencer, si tout va bien, en 2021-2022. Vous pensez qu'en utilisant le franc CFA, ça va pénaliser le Sénégal?
Oui, je ne pense pas que le pétrole au Sénégal puisse avoir un impact différent de celui qu'il a pour l'Afrique centrale, par exemple. Quoi? Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez le pétrole, les gens s'imaginent qu'ils sont riches. Vous avez un taux de change qui ne s'ajuste pas. Et donc, plus vous recevez d'argent, plus il y aura un peu d'inflation et il y aura aussi... disons, le taux de change qui va un peu qui va devenir un peu surévalué et donc ça va pénaliser les autres secteurs productifs, l'agriculture, l'industrie. Donc vous allez être dépendant du pétrole, comme au Gabon, comme au Congo, et ça ne change rien. Et de plus, si on a le pétrole, on a le CFA qui ne bouge pas et que vous signez des accords de libéralisation avec l'Europe ou avec d'autres pays, ça veut dire que vous condamnez à terme à être une économie unilatérale. Donc il faut tout un cadre. Il faut tout un cadre. Mais la monnaie est séparée du budget, la monnaie est séparée de la politique commerciale. Donc on ne peut rien faire de fonctionnel qui marche à long terme. Alors, est-ce que la France-Afrique, les réseaux france-africains qui ont sévi durant des décennies, la période des FOCA et autres, est-ce qu'aujourd'hui ces mêmes réseaux sévissent en Afrique? Est-ce qu'ils ont le même fonctionnement ou bien ils ont changé de fonctionnement? Disons, moi, je me suis plus intéressé à l'aspect, disons, économique de la chose. Peut-être que Fanny pourra vous dire des choses plus détaillées.